Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs différents types d'interventions pour les problèmes qui impliquent l'impulsivité. Pour commencer, Dr. Jean Séguin va nous parler de... alors, Jean Séguin, directeur de la recherche au département de psychiatrie à l'Université de Montréal, va nous parler de l'impulsivité et son développement. Dr. Robert Peel du département de psychologie à McGill University va nous parler de la politique de la diagnostic de la TDAH. Alors, c'est très intéressant comme discussion. Et ensuite, la docteure Leila Benamar va nous parler de les interventions familiales pour les jeunes avec les problèmes de comportement et l'impulsivité. Et ça serait une soirée scientifique et bilingue. Alors, nous avons aussi des conférenciers anglais. Nous avons invité Dr. Leanne Tam de l'Université de Cincinnati, le département de Pediatrics. Our very honored guest, Dr. Leanne Tam, who will speak to us about novel interventions for ADHD with a focus on cognitive, attentional, and executive function training. So essentially the brain-trained programs that are being advertised through the internet and where there are all kinds of apps available. And she's going to do a wonderful review of how effective are these programs and what kind of programs look like they show some promise in terms of helping young people better manage their poor executive control. Dr. Éric Lacourse du département de sociologie et criminologie va nous présenter sur les interventions et les contextes sociaux qui vont prévenir les problèmes de conduite. Et finalement, nous allons vous présenter quelques résultats des différentes interventions pour les adolescents dans les écoles secondaires ciblant les facteurs de personnalité et l'impulsivité. Alors, sans d'autres délais, je vous présente Dr. Jean Séguin sur l'impulsivité et sa développement. Merci, Jean. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Moi, je suis un peu plus grand que les autres. Alors, je reviens un peu sur certains des trucs que Patricia a couverts assez rapidement. Donc, elle a parlé d'une impulsivité comme étant une tendance à agir sans tenir compte des conséquences. Fait que ça nous fait penser déjà, il y a une action, conséquence, il y a une réflexion. Fait que ça, c'est un peu les deux domaines qui vont être la colle, qui vont permettre de nous passer à travers la soirée, je pense. Donc, on parle d'un échec, entre autres, de planification, un échec du contrôle ou de la régularisation des émotions ou du comportement, des tendances à répondre de certaines façons. Donc, on parle selon les troubles de variation de degré d'intensité d'une impulsion, donc qui est difficile à résister. Puis, quand on donne place au comportement, le comportement peut parfois produire un relâchement de l'attention. Il y a un aspect de gratification immédiate et donc possiblement de renforcement. Alors, comme Patricia l'a montré, c'est relié avec plusieurs comportements mal adaptés et des conduites à risque. On les retrouve autant dans les nomenclatures de santé, en santé mentale, que dans les nomenclatures qui sont plus légales, dans la délinquance et la criminalité. Puis, bien sûr, à des niveaux peut-être plus adaptés, on retrouve ça parmi les gens qui ne sont pas nécessairement avec ces troubles-là, mais qui peuvent parfois avoir certaines difficultés certains jours avec leur propre comportement impulsif. Donc, dans la nosologie psychiatrique, il y a une catégorie maintenant qui s'appelle, là je l'ai traduit librement parce que le DSM 5 en version française, il n'est pas encore sorti, mais bon, les troubles des comportements turbulents de contrôle de l'impulsivité et de la conduite, dans lesquels on retrouve les troubles des positions, les troubles des conduites.
Puis l'impulsivité, c'est une des trois dimensions importantes du TDAH. Puis c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important dans les troubles d'état limite, borderline. Ça recoupe un peu la liste que Patricia a présentée tout à l'heure. Je rajouterais à ça aussi les troubles des conduites alimentaires, qui sont souvent comorbides avec plein de ces problèmes-là. Et bien sûr, enfin, il y a la toxicomanie aussi. Puis, au niveau des comportements mal adaptés, on va parler de conduite à risque, mais on peut penser à quand les jeunes commencent à faire de la conduite automobile ou à faire des sports ou toutes sortes d'activités qui peuvent être dangereuses et où l'impulsivité peut parfois poser des problèmes. Ça fait que les termes et les dimensions associées varient beaucoup. En fait, Bob me parlait tout à l'heure d'une nouvelle étude qui vient c'est comme une méta-revue, ça aussi, qui vient de recenser je ne sais pas combien de centaines d'articles pour essayer de comprendre c'est quoi l'impulsivité. Puis, il y a encore certains désaccords, mais on va essayer de s'accorder pour garder ça simple pour la soirée. Mais quand même, il y a des facettes comme agir sans préméditation, un manque de planification. C'est souvent associé à une recherche de sensations, mais ce n'est pas nécessairement la même affaire que quelqu'un qui recherche des sensations n'est pas nécessairement impulsif. Mais bon, la recherche de nouveautés, puis c'est associé aussi avec une pauvre tolérance à l'ennui. Il y a 4 domaines qui sont reliés d'après une des études par Whiteside et Lynham, qui est par exemple un sentiment d'urgence, par exemple lorsqu'on est perturbé ou anxieux. Je reviens sur le manque de préméditation, le manque de persévérance. C'est difficile de rester attelé à la même tâche. C'est plus facile de passer d'une activité à l'autre. Et encore ici, eux autres aussi, ils parlent d'une recherche de sensations. Ça fait que malgré toutes ces variations-là, il y a comme 2 dimensions qui ont l'air à faire pas mal consensus dans la littérature, qu'il y a une facette comportementale, de comportement impulsif et de désinhibition, où est-ce qu'on retrouve surtout des déficits de contrôle de l'action, des déficits moteurs. Puis il y a aussi la dimension un peu plus cognitive, où on parle de choix ou de la prise de décision impulsive, qui est particulièrement reliée avec une grande sensibilité à la récompense, puis à une incapacité à un délai de la gratification, donc d'attendre pour avoir quelque chose de peut-être plus adapté, de plus positif. En général, rationnellement parlant, on pense qu'une prise de décision éclairée, ça se fonde sur un examen des options et des conséquences d'une action qu'on s'apprête à faire. Mais l'impulsivité peut résulter quand il y a une difficulté d'inhibition d'une réponse automatique prématurée. Fait qu'il y a des tendances qu'on a de réagir à certaines situations rapidement, qui sont peut-être pas bonnes. Puis bien sûr, quand on est dans des circonstances où il y a possiblement une récompense ou un potentiel de punition élevé aussi, je dirais, ça rétrécit l'horizon des options. Ça demande plus d'efforts pour essayer de réfléchir à toutes les options. L'effort, ça prend du temps, puis des fois, on pense qu'avec un sentiment d'urgence, qu'on n'a pas le temps de prendre d'allouer ces ressources-là pour prendre une décision. On fait un comportement plus impulsif. Au niveau du cerveau, contrôler l'impulsivité, c'est quelque chose qui doit se faire de manière intégrée, mais c'est complexe le cerveau. Mais pour le simplifier, on va parler de 2 aspects importants qui sont que les lobes frontaux et le cortex singulaire qui sont importants dans ce qu'on appelle le top-down control. Le contrôle du haut vers le bas, parce qu'on sait comment le cerveau comment la circuiterie fonctionne. Ce qui est plus proche des actions motrices, c'est plus le système limbique. Puis après ça, il y a des projections qui s'en vont dans le cortex préfrontal, mais qui sont plus loin des aspects qui sont
moteurs qui sont liés au système limbique. Fait que le top-down control prend beaucoup plus de ressources et d'énergie, puis c'est une voie qu'on appelle la voie longue pour la prise de décision, alors que le système limbique, qui est le bottom-up, ça c'est le système qui est motivationnel, qui répond aux indices de récompense et de punition. Et ça, c'est la voie courte. Donc, par défaut, on est arrangé de manière à pouvoir répondre rapidement à des situations. Donc, l'impulsivité pourrait être un peu le mode par défaut. Alors, l'impulsivité, on en parle beaucoup comme étant un trait, quelque chose qu'on apporte à travers les situations, mais ça peut être aussi situationnel. On parle donc des cognitions à chaud, donc de prendre des décisions, comme je te le disais tantôt, dans des conditions où il va y avoir des récompenses, des punitions. Puis des fois, les gens sont sur des réponses automatiques, ils vont avoir des biais hostiles. Pour virer le biais, bien, il faut qu'ils pensent un peu plus à froid, il faut qu'ils s'éloignent de la situation. Donc ça, c'est l'aspect qui peut avoir une impulsivité dans certaines conditions qui sont plus à chaud ou qui viennent chercher les gens de manière plus profonde. Mais aussi, il peut y avoir des problèmes quand les ressources cognitives qui nous permettent de régulariser tout ça sont limitées soit par manque de sommeil, par manque de nutrition. C'est pour ça qu'on a entre autres les clubs des petits déjeuners, sous l'effet de l'alcool ou d'autres substances. Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de conditions qui vont augmenter la possibilité d'avoir une réponse impulsive. On utilise ici dans des recherches au Québec avec Patricia un outil dont une des échelles, elle va peut-être en parler un peu plus tard, mais elle en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'aspect impulsivité est mesuré avec ces systèmes-là. Par exemple, je ne réfléchis pas toujours avant de parler. Je fais souvent des choses que je regrette ensuite. D'habitude, je ne réfléchis pas avant de faire quelque chose. En général, je suis une personne impulsive. Ça, c'est un peu circulaire, mais c'est quand même quelque chose qui est utile pour valider dans quelle mesure les systèmes se retrouvent tous ensemble. Ou je suis intéressé par certaines expériences, même s'ils sont illégales. Ça, c'est un autre élément qui peut être relié à l'impulsivité. Il y a plusieurs... ça, c'est des mesures où le jeune ou le professeur ou le parent cote l'enfant. Mais il y a plusieurs mesures en laboratoire qu'on peut utiliser avec les gens avec lesquels vous pouvez être peut-être familier. Il y a ce qu'on appelle des tâches d'arrêt, mais donc un enfant doit faire certaines actions, mais quand il y a un signal d'arrêt, doit cesser de faire une certaine action. On mesure toutes sortes de paramètres durant ces tâches-là. Il y a des tâches où il y a des signaux pour lesquels l'enfant doit agir, des signaux pour lesquels il ne doit pas agir. Alors, on doit mesurer aussi ses réponses, ses erreurs quand il fait ces tâches-là. On a des tâches où on leur dit, tu peux avoir tel montant aujourd'hui ou un montant plus gros la semaine prochaine, dans 1 an, 2 ans. Et ça mesure un peu le délai de la gratification. Même chez les petits-enfants, on peut travailler avec un bonbon tout de suite ou bien 2 bonbons plus tard. Il y a des tâches de prise de décision parce que chaque fois qu'on prend des décisions, il peut y avoir des avantages et des désavantages. Alors, on essaie de créer des situations où il va y avoir des avantages immédiats, mais avec des gros coûts plus tard ou des petits avantages immédiats et des coûts plus faibles. Puis on essaie de départager les gens qui ont tendance à choisir faire des décisions avantageuses versus désavantageuses et mesurer leur impulsivité durant ces tâches-là. Au niveau du développement, l'impulsivité, c'est quelque chose, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant du cerveau, c'est quelque chose avec lequel on a peut-être plus une tendance à naître. Pas tout le monde, là, mais je veux dire, on peut mesurer les comportements impulsifs assez tôt. Et on appelle ça le tempérament quand c'est dans la petite enfance. Ça semble avoir une base biologique,
Puis d'ailleurs, on s'aperçoit dans nos études que même si on mesure le tempérament à 17 mois, des fois, on voit encore des liens avec les comportements durant l'adolescence. Alors, ça a une base quand même assez stable, mais c'est quelque chose qui se convertit un peu plus en ce qu'on appelle la personnalité plus tard. Ce qui fait que l'impulsivité va probablement changer. Ça va être la maturation corticale qui peut tout simplement se faire quand l'enfant interagit avec son environnement. Il développe son attention sélective, le contrôle de l'interférence, puis sa capacité à retenir plusieurs informations. Donc, la mémoire de travail. Donc, se souvenir d'un objectif, pourquoi il est en train de faire quelque chose, puis de ne pas toujours être distrait par les choses qui surviennent à côté. C'est que quand cette maturation corticale-là se fait, ça aide à contrôler l'impulsivité. Mais bien sûr, des fois, il faut aider l'enfant. C'est pour ça qu'on va parler un peu de prévention aussi. Alors, des expériences de soutien et d'encadrement, ça peut s'avérer assez important. Puis d'ailleurs, Patricia faisait le lien tout à l'heure de l'aspect un peu positif que l'impulsivité peut avoir. Puis on a justement une étude qui si on voit l'impulsivité en tant qu'ouverture à l'environnement, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de se précipiter dans une activité sans trop y réfléchir, quand cet enfant-là peut être bien soutenu et par ses parents, il a tendance à être il est moins enclin à consommer de l'alcool durant l'adolescence, tandis que les enfants qui ont des parents qui ont une façon un peu plus coercitive d'interagir avec eux autres n'ont plus de difficultés. Ça fait qu'il y a des conditions sous lesquelles l'impulsivité peut justement être canalisée. C'est ça. Donc, ça peut avoir possiblement un effet protecteur lorsqu'il y a un bon encadrement parental. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours voir l'impulsivité comme étant quelque chose de négatif. Et bien sûr, ça ouvre le potentiel sur les interventions préventives. Alors, je vais arrêter là pour cette brève introduction à l'impulsivité et son développement. Est-ce qu'on a... This is kind of what I wanted to develop is a perspective, because how we approach any topic is going to determine what we find and the conclusions we draw. Alfred North Whitehead, the philosopher of science, said that knowledge is more perishable than fresh fish. A way of thinking about knowledge is not. And so in terms of the subject matter we're dealing with, it's how are we going to think about it rather than what do we think we know. Because you will see that the way we think about, for example, ADHD, which I want to focus on, it has dramatically affected what we know to the point that in spite of our dramatic technologies, we lack specificity in our findings and we lack replication. And that's perplexing, but you'll understand it, I think, more when we get the perspective of what's involved in ADHD. So first, one way of trying to understand perspective is to look at history, and so I'll try to give a very brief history of ADHD, which was actually first described by a Scot by the name of Crichton in the 1700s. But the first study really was done by George Still, who gave a series of talks to the Royal Society in London and then published those. But it dealt with 43 kids who he described as having symptoms that are identical with the way we view ADHD today. Furthermore, he pointed out that the symptoms started before the age of 8, which of course used to be in the DSM-4, which has now been gerrymandered to age 12, but that's another story. And that the ratio of male to female was 3-to-1, and that the biological relatives of individuals with ADHD tended to have problems that suggested some kind of relatedness, i.e. heritability.
He concluded that this was a moral conduct problem, but he said it resulted from a cortical disconnection syndrome. 1902, 100 years ago, he's saying what we say today. This is basically the same thing we're saying today. Furthermore, you can see as we go through the history that these notions just simply get buttressed and built up. There was an epidemic of encephalitis in 1917. It actually lasted till 1928, but the bulk of it was 17 to 18. 20 million people were affected, many died. The consequences of the sequelae of it for those who survived was a hyperactive behavioral syndrome. And so people looked at that behavioral syndrome and said, aha, something's been affected in the brain. It's brain damage leading to this behavioral syndrome. That was further supported in the 1930s and 40s by studies done by, what's his name, Fulton and Jacobson, who looked at monkeys, and they were doing manipulative brain lesion studies. And they demonstrated that these, when you screw around with the frontal lobes, you're going to produce all kinds of behavioral abnormalities which fit this ADHD syndrome. Interestingly, the people who developed prefrontal lobotomies didn't pay attention to that research, which would have significantly decreased their interest in what they were doing, or should have. In the 50s, there were a lot of kids who showed this syndrome but didn't have obvious brain damage. Although I recall working with neurologists who would ask patients if a child had ever fallen on his head. And if you said yes, they said, aha, brain damage. Of course, every kid falls on his head. But the notion was that if you showed this behavior pattern, you had brain damage, even though we couldn't find it. And of course, that's circular logic. And eventually it got tossed, primarily in the 1960s, where people started to focus on hyperkinetic behavior, which they also believed was the result of over-arousal and overstimulation. Stella Chess was one of the primary movers. And so that first appeared, ADHD basically, in the DSM-2, that was 1968. In the 1970s, Ginny Douglas at McGill shifted the focus rather dramatically by pointing out that attention and impulse control seemed to be basic to ADHD. And she also showed that kids with the problem would respond well to continuous reinforcement and not very well at all to partial reinforcement. So in terms of interventions, it kind of led the way in terms of what one should do. But her focus on attention led to, in the DSM-3 in 1980, it being defined as an attention deficit disorder. So kind of hyperactivity now is being pushed aside, but it came back with you understand that the DSM is a political document. And so it's made up of committees where people have various ideas and push for various points of view. And so hyperactivity reappeared in strength, and now we have ADHD. And that has remained to the present. The typologies in the DSM-4 remain in the DSM-5. What's been added is a series of examples, so the actual terms of the symptoms have been increased, which is going to increase the number of patients who have the disorder, by the way. Because as you increase the examples, you increase the number of people who are going to fit a criteria. But here's the historical consistencies that you can point to. What we know about the syndrome is 100 years old. The symptoms are consistent, although the focus has shifted from behavior of activity and over-arousal to now under-arousal and attentional problems. The gender differences have been specific throughout history, 3-to-1, male to female. That's got to be explained. Genetic aspects of it have been continuously reported, to the point now that people talk about heritability going from 75 to 95%. And the presumption of brain dysfunction has been continuous and replete. But this is another historical study. I actually did this. And it looks fuzzy because it was done on papyrus. I was working in a neurological hospital at the time, and these are two cases. So it's a case study, but it was done in an operant fashion, so I did reversals, and so that was considered a study. It's 50 years old, folks. I was 12.
Uh, the case number one is particularly interesting. It's a 14-year-old boy. This was a 7-year-old boy. He was scheduled for a bilateral amygdalotomy to control his behavior. Now, that makes no sense today. But that was, at that point, had been done in Japan and had been done at Newcastle State Hospital in Indiana. And this kid was out of control. Came into my office. Before I could turn around, he'd been through every drawer. He had just kind of, he'd been in everything. You want to talk about impulse control problems you can't deal with. This kid was wild. And now he was 14. He was large enough, and he was beating up his mother. So there was a need for an intervention. His IQ testing was in the borderline defective area, high 60s. So there wasn't the compulsion to not hack up his brain. And so I did a study where first I tested his IQ by taking a coin dispenser out of a machine like a Coke machine, and it spit out nickels whenever he gave me a correct answer. So the first thing I learned is I could control his behavior that way. And the second thing I learned is he was rather bright. The kid attained an IQ of high 90s, 98. So he went from retarded to 98, simply by throwing nickels at him every time he's right. It also showed that you could control his behavior. So what I did, we had a room where there was just a chair with a micro switch leading to a bank of lights, and the lights would go, there were 25 different lights, and they'd flash, and they'd come to a final light, and there was a red light and a noise, and a counter would roll over, and he'd get a point, which was exchangeable for all kinds of neat things. And that, you can see, controlled his behavior. So here he is, in terms of he's told to sit on a chair with no contingency. The contingency is added. It was a 45-minute session, and he's just on the chair all the time. And then I reversed the contingency, and he was off the chair, and then on the chair, and off the chair, depending on how I manipulated the situation, demonstrating to the neurologists, neurosurgeons, etc., that his behavior could be controlled. Now, he's still beating up his mother. So what we did, and he did this when he'd get frustrated and angry, so what we did is we put him in a situation where we played cards, mother, the kid, myself, and I had my little machine so that I could take points away or give him points. And then I'd cheat. And so we'd win. And he hated to lose. But if he showed any kind of a tendency to get angry, I took away points. And so we used that to minimize his reaction towards his mother. We took the program, put it at home, also put it in the school, and it dramatically changed his behavior pattern. Illustrating that, in fact, when you have something with this history and probable brain dysfunction, that it's manipulable, that you can do things to, in fact, deal with it. But this remains a severe problem. You're keeping track of time, right? Because I'm not. What? Okay, I'll talk very fast. What this illustrates is the prevalence of ADHD in today's sample. And so you can see that you have the increased prevalency for boys versus girls. The black parts are those currently treated with medication, which is about 2/3. 2/3 of kids who are diagnosed, in fact, get medicated. By the way, you know where the word Ritalin comes from? It was synthesized in 1944 by an Italian, and it was sold by Geigy in 1954, and it was named after the synthesizer's wife's nickname, Rita, and that's why it's called Ritalin. If you're going to be on Jeopardy, you need to know that. Prevalence is also increased now because we've added adult ADHD, and you can see the lifetime prevalence is 8.1, 12-month prevalence 4.1. In terms of drug use, it's the older individuals who in fact have increased the frequency of medication use, although we've done studies with medication use showing that these guys are 44% likely to divert their prescriptions. In other words, sell them or give them away. I've got to skip through stuff.
the problem is that it, what? I got a person back there waving at me. The problem is becoming more and more problematic. It can be redundant. This shows the more recent growth of ADHD, the recent growth of autism. Point being, you see something like this, and you say, it's an epidemic and it's catching. You cannot draw any other conclusion, or it's bullshit. That's the other conclusion. And I'll point to something else. This graph shows the increase in diagnoses as you go through the DSMs. These are the number of mental illnesses, labels. By the time we get to the DSM-7, you're all going to be mentally ill. That's okay, because one of the biggest problems is dealing with stigma, right? And if we're all mentally ill, not a problem. You were looking for the diagnosis for ADHD currently. And so you have inattention as a disorder, and you have the 6 or more of those. If you're an adult, 5 or more. And the hyperactivity and impulsivity, again, 5 or more. The problem here is the fails to give attention to details or makes careless mistakes. That's purposeful. Yeah. Anyway, the problem is, what does loses things necessarily for tasks or easily distracted mean? And what does it mean to whom? Once did a review paper and showed that teachers disagreed with pediatricians who disagreed with parents. They all have a different view of what these words mean. Furthermore, if you look at a meta-analysis of the different factors, and you only have to look at what seems to be where they have a good degree of numbers of studies and a lack of extreme variability, you can see that in North America, you can see that in North America, you're significantly more likely to be diagnosed with ADHD than you are in Europe or Asia, even though Asian psychiatrists are far more difficult and not acceptance of the behavioral syndrome. And even if you look in the United States, you can see there's different percentages of how you would do a diagnosis. With, for example, kind of the middle of the U.S., where there are far more individuals with ADHD, and this is not due to weather, folks. It's due to all kinds of idiosyncrasies in terms of diagnosis. Kentucky's rate is the highest in the country, and it is, I forgot, 18%, 18.7%. Lowest is in Nevada, which proves that gambling must be healthy. But I think what's particularly important is this study. And what it shows is that kids who enter kindergarten, who are very young, are significantly more likely to be diagnosed with ADHD. So you can see here, if the entrance requirement is September 1, so you have to be born before September 1 to enter kindergarten, you can see how much likely they are to be diagnosed and medicated than kids who are born after. That's been replicated in 2 other studies. In fact, in BC, where the entrance requirement is December 31, boys born in December are 30% more likely to be diagnosed than those born in January, and girls 70% more likely to be diagnosed than those born in January. So I call this a bureaucratic-induced disorder. It is set and established by the way the bureaucracy does things for those individuals. They're immature. They shouldn't be in school. All kinds of problems develop. They get medicated, labeled. The guy who wrote the first paper
says and it demonstrates that in the U.S. that includes 900,000 kids. That's not trivial. And that leads one to be very cynical and start saying things like this. Now the other side. Individuals who show this syndrome, independent of whether they're, quote, immature or not, are likely to also have these comorbidities. 40 to 60% oppositional behavior, 25 to 30% conduct disorder, depressive disorder, et cetera, et cetera. Furthermore, follow-up studies, 33-year follow-up studies, so that you're looking at people who are in their 40s, and individuals are significantly worse in educational, occupational, economic, social outcomes. They have ongoing ADHD, lifetime increases in antisocial behavior and substance abuse, more psychiatric hospitalizations, more incarcerations, and more divorce. So the problem really continues. Now, I'm running out of time, so I was going to talk a little bit about just dopamine, but dopamine is only one of 17 molecules, specific molecules, that have been shown to be important in ADHD. But I just want to show you one study we did where we had 3 samples. The first sample were kids from a study on aggression at CAMH in Toronto. The second sample were adults in a ADHD clinic for adults in Toronto. And the third sample came from the GRIP here at the University of Montreal. And there were large numbers. And what we did is we genotyped them, and we looked specifically at a dopamine gene, the DRD4 repeat 7 allele, which some people had linked to ADHD. It's more prevalent in relatives, etc. But what we found, and this adds, the whole point of what I'm talking about is this is really a complex issue, is that there was a negative correlation in all 3 groups in terms of externalizing behavior, aggression, and activity, related to IQ. So if you had bright individuals who had this mutation, they did better. If they had low IQs, they were more likely to be problematic. Not only in this study, but in 2 replications. Which is why the NIMH is basically turfing the DSM, or has or will, or they're working on it. They're getting rid of it because it'll never be totally reliable, and it's too general and broad for research purposes, not clinical purposes, research purposes. And so they've set up this kind of domain matrix. And so if you want to do a study now in the US and get money from NIMH, you don't use the word ADHD. You can, kind of subtly. But you're dealing with this matrix. You'll be looking at attention in terms of gene function or molecules or behavior or something within the matrix. And the idea they have is they're going to build up information in each of these things, be able to put it together, and finally be able to define mental illness in a reliable fashion. One thing about impulsivity. There's a recent review just came out in Psych Bulletin, which showed that if you take the behavioral tasks, and this is a meta-analysis that looked at 15 tasks, it broke down into 4 independent factors. You can't talk about impulsivity alone. You have to talk about each one of these separately. And in terms of the self-reports, you have to talk about things separately, 3 factors. Furthermore, the self-reports don't correlate with the behavioral measures. So if you're doing a study, you've got a problem. They do, however, moderately correlate with real-life problems. So there are measurement problems even with focusing not at ADHD, but with impulsivity. So here's to end. I'm going to end. Here's some relevant quotes. First, names are bestowed, not found. That's critical because it tells you that you can't reify these concepts. They're just words, and words are produced. But we have to have words. That's the second quote. Nosology necessarily precedes ideology. You have to be able to name stuff if, in fact, you're going to study them. But then there's the final words of Robert Frost, where he said, before I build a wall, I would want to know what I'm walling in and walling out.
And that's quite astute. Because if you don't know that, you might end up digesting chicken. Thank you. Ça fonctionne mieux comme ça, hein? Donc on va parler, je vais vous parler un petit peu d'un programme d'intervention familiale qu'on utilise dans le cadre d'un projet de recherche et qui s'adresse aux jeunes enfants, donc plus aux enfants d'âge préscolaire qui présentent des problèmes de comportement. Et là, ça rejoint un petit peu ce que Bob disait juste avant. On ne parle pas ici de troubles du comportement, donc pas de diagnostic. C'est un programme qui s'adresse aux jeunes enfants qui ont des difficultés comportementales. Alors, avant de... pourquoi on s'est intéressé à ce programme-là d'abord? Parce que je pense que Patricia l'a très bien expliqué, et puis Jean Seguin aussi. On s'est intéressé aux problèmes de comportement, surtout en bas âge, parce que c'est prédictif de problèmes de comportement qui surviennent ultérieurement. Et surtout parce qu'ils sont très fréquents en bas âge. Et si on prend quelques exemples de statistiques, on sait que jusqu'à un enfant sur 5 avant l'âge de 6 ans peut présenter des problèmes de comportement. Mais ils sont, non seulement c'est des problèmes qui sont fréquents, mais surtout on sait que ce sont des problèmes qui ne sont pas bien traités, qui sont sous-traités en général, surtout à l'âge préscolaire. Et donc c'est dans cette perspective-là de traitement, de possibilité de traitement pour les jeunes enfants, qu'on a essayé de développer un programme de recherche, mais qui est une intervention clinique. Alors, à peu près, on estime qu'aux environs de 10% des enfants de moins de 6 ans ont besoin d'intervention pour les problèmes de comportement, mais que parmi ces enfants-là, seulement 1 à 2% en bénéficieraient. Il y a aussi des statistiques qui démontrent qu'au Canada, 3/4 des enfants qui ont des problèmes de santé, et surtout ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ne reçoivent pas les soins spécialisés requis. Donc, les problèmes de comportement sont des problèmes, surtout chez les jeunes enfants, sont des problèmes qui sont fréquents et qui sont sous-traités. Mais, Patricia en a aussi parlé, ce sont des problèmes qui sont graves. Et pourquoi ils sont graves? Parce que, comme on le sait tous, ils perturbent énormément la vie familiale, ils perturbent la vie d'enfants et ils ont un impact sur la vie scolaire par la suite. Mais c'est déjà établi, plusieurs études le démontrent, que plus les problèmes sont précoces et plus les troubles vont rester sévères et vont rester persistants s'ils ne sont pas traités à l'adolescence et à l'âge adulte. On prend l'exemple, par exemple, des enfants qui ont des problèmes de comportement à l'âge de entre 3 et 5 ans. Les problèmes de comportement sont prédictifs de comportements sociaux qui surviennent à l'âge de 13 ans, donc à l'adolescence. Et non traités, 50% des enfants qui présentent des problèmes de comportement précoces vont continuer à les présenter à l'adolescence. Donc, 1 de ces jeunes enfants sur 2 va continuer à présenter ces problèmes-là à l'adolescence, avec un petit peu toutes les complications que Patricia a décrites au début, à l'introduction. Ce sont des problèmes donc, qui sont fréquents, ils sont sous-diagnostiqués, on les identifie pas suffisamment, ils sont graves de par leur évolution et leurs conséquences, et ils ont un coût, parce que justement, quand ils se compliquent à l'âge adulte, ils peuvent revenir très cher en termes de coûts de santé. Alors, pour regarder un petit peu quelles sont les causes de ces problèmes de comportement, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, donc Jean en a parlé et Bob aussi, mais il y a surtout des facteurs de l'environnement. Et les études ont montré qu'au niveau des facteurs de l'environnement, ces facteurs-là sont souvent reliés aux attitudes parentales. Et c'est pourquoi que la plupart des interventions qui ont été développées pour répondre à ces problèmes de comportement, pour les traiter, pour les améliorer, s'adressent à des attitudes parentales qui sont inadéquates. Donc, et ces interventions-là, qui visent ces attitudes parentales, plus elles sont précoces, plus elles ont démontré leur efficacité. Donc, il y a quelque chose qui est établi au niveau scientifique, c'est qu'une approche familiale positive, elle permet l'amélioration des problèmes de comportement. Et donc, nous, on a essayé de regarder un programme c'est un programme canadien qui a été développé à McMaster University, qui s'appelle le programme COPE, Community Parent Education. Ce programme-là a été développé puis est utilisé pour plusieurs problèmes de comportement, mais à différents âges. Mais il existe aussi pour les enfants d'âge préscolaire, donc pour les très jeunes enfants. Il s'agit d'un programme d'entraînement aux habiletés parentales et
C'est un programme qui, en général, s'offre à de grands groupes de parents. Ça peut aller jusqu'à 25, des groupes qui incluent jusqu'à 25 parents à la fois. Et l'idée, ce sont des interventions qui n'ont pas besoin que les enfants aient un diagnostic pour être traités ou pour bénéficier de ces interventions-là, dans une perspective qui s'appelle donc Services Before Diagnosis. On sait qu'au Québec, on a un gros problème, ce qui est le problème des listes d'attente et puis des attentes incroyables, quel que soit le niveau de soins qu'on va chercher. Et l'avantage de ce programme-là, c'est qu'on a besoin d'avoir un diagnostic précis pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un développement d'habilité parentale. Alors, peu importe la difficulté de l'enfant, si le parent est mieux outillé pour faire face à ces difficultés-là, donc il est capable, ça va améliorer les comportements de l'enfant. Ce programme-là a déjà été, il y a eu 2 études contrôlées randomisées qui ont démontré son efficacité. L'une, donc effectivement, par l'équipe de Cunningham en Ontario, à Hamilton, et l'autre est en Suède par l'équipe de Lisa Torell. Donc mais il est utilisé dans plusieurs pays dans le monde, en Californie, donc avec l'équipe de James Swanson et puis de Liane Tam. Ils l'ont utilisé avec des versions anglophones et des versions hispanophones. Il est utilisé dans plusieurs pays nordiques. Et nous, on a essayé de faire la première version francophone pour l'utiliser au Québec. Alors, comme je l'ai dit, ce programme-là a certaines originalités. La première, c'est qu'il s'adresse à un très grand groupe, donc ce qu'on appelle, c'est des interventions cost-effective. Donc, par rapport au nombre de parents qu'on prend en charge, ça revient beaucoup moins cher que les interventions individuelles. Le principe, c'est qu'on présente des vignettes vidéo qui sont assez caricaturales, qui démontrent des situations d'inadéquation où le parent a des attitudes qui sont inadéquates, et on demande aux parents, au groupe de parents, d'identifier les erreurs, de les reconnaître. Alors on les liste, et une fois qu'il les a identifiées, le groupe essaie de trouver des solutions. Et ces solutions-là, par la suite, ils sont repris un petit peu dans un listing et doivent être utilisés par les parents dans leur vie quotidienne. Ils identifient les moments de la journée où ils peuvent le faire. Et il y a aussi un jeu de rôle qui leur permet de pratiquer ces solutions-là. Donc ça, c'est en gros la formule qui est pour ce groupe-là. Donc c'est une formule active. Et ce qu'on pense, une des raisons de l'efficacité supérieure de ce programme-là par rapport à d'autres programmes comme par exemple, pour ceux qui connaissent l'opposition, comme les programmes Barclay de groupe, etc., où on apprend, mais de façon passive, une intervention. Le côté actif permet aux parents d'être d'abord plus maîtres de ces outils, mais aussi de les pratiquer sur place, donc d'être plus efficaces. L'effet groupe aussi augmente de l'efficacité. Si on compare les effets individuels par rapport à l'effet groupe, ça, c'est démontré que l'efficacité est meilleure. Bien sûr, il y a plusieurs variantes de ces programmes-là, et on peut, en parallèle du groupe de parents, on peut aussi faire des groupes d'enfants. Alors, le programme contient 8 thématiques. Donc, au total, il s'agit de 10 rencontres. Chaque rencontre est de 2 heures. Et comme je vous l'ai dit, c'est une approche non didactique où on commence par des vignettes vidéo, on identifie et on fait des exercices pratiques. Et là, je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne. Deux vignettes pour avoir une idée sur ce programme-là. On va se croiser les doigts parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de passer une vidéo dans... non, c'est pas ça. Allons, crapouille, ce n'était vraiment pas un métier pour toi. Marie, je veux que tu fermes la télévision et que tu ramasses tes crayons. C'est vraiment plaisir que tu traverses tout l'espace pour me retrouver. Le plus embêtant dans cette histoire, c'est...
t'en oublies, hein? C'est assez clair, je pense, comme... Voulez colorier avec moi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, là? Les cheveux roses. Rose? Non, je ne pense pas, là. Là, regarde bien ce qu'on va faire, là. Tu vas prendre ce crayon-là, puis tu vas colorier à la place ce manteau ici en noir, ce bonhomme-là. Tiens, prends le crayon noir. Alors, ici, là. Non, je t'ai déjà dit de pas colorier en rond. Non. Là, Jessica, là, tu colores en faisant des lignes droites, là, comme ça. OK? Pas en faisant des ronds. Tiens, ça commence, ça. C'est ça. Attention, une grande fille comme toi, là, t'es pas supposée dépasser des lignes, là. Colore entre les lignes. T'es capable, là. Reste entre les lignes, là. Fais le bonhomme qui est là, tu vas colorier ses pantalons en bleu. Non. Pas là, non. Là. Hey, regarde là, je vais te montrer. OK? Regarde ça, là. C'est ici. Tu colores en bleu comme ça. C'est comme ça que c'est beau. Regarde, le papa, là, il va te montrer comment. Tu vois, c'est comme ça que c'est beau. Là, je pense que c'est moi qui vais le faire, ça. Comme ça qu'on fait ça. Moi, je veux plus colorier. OK. C'est pas mal. On va prendre une dernière. Asseyez-vous, puis arrêtez de vous battre. OK. Merci. On va juste se lancer les coussins, OK? Vous deux, c'est assez. J'ai dit tantôt d'arrêter de sauter puis de vous battre. Si vous arrêtez pas, vous ne pourrez pas écouter votre émission préférée ce soir. D'accord? OK, papa va rester tranquille. Voulez-vous arrêter? C'est la 5e fois que je viens vous voir. Ça va mal finir, ça. Vous savez quoi? Vous ne pourrez pas l'écouter, votre émission préférée, ce soir. Papa ne recommencera plus, j'ai promis. OK, c'est la dernière fois. Je vous donne une dernière chance. Là, donc... Vous imaginez que les parents sont capables de retrouver, effectivement. Donc notre étude, au fait, ce qu'on voulait voir, c'est, entre autres, c'est voir les effets du programme COPE dans une population canadienne-française. Et pour cela, on a évalué deux éléments. D'abord, le comportement des enfants. Donc, avec ceux qui ont des problèmes. Pour cela, on a utilisé la liste des vérifications, donc le CBCL, pour les enfants âgés de 1 an et demi à 5 ans. Et on a regardé aussi du côté des parents les compétences parentales avant et après. Et pour cela, on a utilisé une échelle qui est l'indice de stress parental. Alors, je vais vous donner rapidement, en quelques minutes, les résultats préliminaires. Pour le moment, on a surtout les résultats du groupe actif. On a évidemment un groupe contrôle pour contrôler, pour regarder pour cet effet-là. Et on a
tous les enfants qui se présentaient dans ce projet-là, tous les enfants qui ont moins de 5 ans ou moins et qui ont des problèmes de comportement, qui s'adressent, qui ont besoin d'aide pour cela, sont intégrés dans ces programmes pour les parents. Alors, on a eu, pour ces résultats préliminaires, à peu près 100 enfants, majoritairement âgés de 4 et de 5 ans, avec 135 parents. La plupart des parents étaient des mères, quasiment 80%. On a eu dans ces groupes-là des groupes qui sont relativement bien scolarisés. On n'a pas réussi encore à atteindre des populations sociaux au niveau d'éducation ou même socio-économiquement défavorisées. Je crois que ça, c'est toujours un problème dans les interventions de groupe. Et ce qu'on voit, on a regardé un peu pour les résultats avant et après, donc à 10 semaines d'intervalle au niveau du CBCL. On a vu une amélioration pour tous les comportements de l'enfant, avec essentiellement des améliorations au niveau des comportements agressifs, au niveau en général des comportements à la fois intériorisés et extériorisés. Ça, c'est aussi l'originalité de notre étude. On regarde 6 mois après, donc la barre bleue, le temps 3, c'est 6 mois après l'intervention, et on continue à voir au niveau du groupe actif, on continue à avoir des améliorations 6 mois après, alors que l'intervention n'a duré que 10 semaines au niveau du comportement de l'enfant. Au niveau des compétences parentales, on trouve aussi une amélioration. À la fois, il y a au niveau de cette échelle l'ensemble des problématiques de l'enfant et l'ensemble des problématiques parentales qui incluent l'isolement, le sentiment de dépression, les difficultés relationnelles. Avant et après l'intervention, donc, on a trouvé une amélioration significative et cette amélioration continue à être présente 6 mois après l'intervention. Donc, si je résume, ce programme-là, qui est un programme d'intervention parentale, est basé, comme je l'ai déjà dit, sur des données probantes. Donc, on a au moins 2 études contrôlées randomisées qui ont prouvé son efficacité. Et on essaie de démontrer son efficacité aussi dans sa version francophone et dans une population franco-canadienne. Il a démontré l'amélioration des comportements jusqu'à 6 mois après l'intervention, à la fois au niveau des comportements de l'enfant, mais aussi au niveau de la perception de l'enfant et au niveau du sentiment de compétence des parents. Et il y a surtout, on retrouve une baisse très significative au niveau du stress familial. Alors, pour boucler la boucle, donc, comme c'est des problèmes qui sont fréquents et qui sont sévères, il y a moyen de les prévenir, ces problèmes-là, par justement des programmes comme celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces programmes-là sont accessibles puisqu'ils sont peu coûtés comparés à des programmes qui sont individuels ou qui nécessitent qu'il y ait un diagnostic avant de les appliquer. Et ça permettrait de diminuer le coût par rapport à tout ce qui est coût de santé pour ce qui concerne les troubles du comportement. Bien sûr, c'est un programme où il y a de nombreux collaborateurs et de nombreux chercheurs et surtout de nombreux financements qui viennent du public, en grande partie avec un petit peu de financement privé par des compagnies pharmaceutiques. Merci. Maintenant, je vous présente Dr. Liam Tam. And as I mentioned, she is an associate professor at the University of Cincinnati in the Department of Pediatrics. And she is our guest of honor tonight. So I'll just leave her more time to speak to you. Thank you. Welcome. Thank you so much for inviting me here tonight. I appreciate that. And I'm sorry I don't speak any French, so please don't ask me any questions in French. Or I could just pretend not to know. So it's already been gone over what is ADHD. It's a persistent pattern of developmentally inappropriate levels of inattention, hyperactivity, and or impulsivity. So these are the kids that have more than their same age peers in multiple settings over time, trouble with inattention, paying attention to their seat work or their homework completion, they're making careless mistakes, they're distractible, they're impulsive, they interrupt the teacher, they blurt out answers, and they're also hyperactive, they're fidgeters and climbers. And as is already mentioned, there are subtypes of ADHD. There are kids that are predominantly inattentive, that have distractibility and attentional problems as their primary deficits.
There are kids that are predominantly hyperactive impulsive, although that's much less common and much for younger age kids. And then there's the combined type, which is the combination of both issues. And as has already been spoken about, there is a high prevalence, at least in the United States. 3 to 7% of children are diagnosed with ADHD. And there are significant associated impairments. So these kids do poorly in school. They do poorly socially. They're 50 to 80% more likely to be rejected by their peers. And they also have significant long-term risks for poor outcomes, including dropping out of school, delinquency, getting involved with substance abuse or dependence. They don't achieve as much at work. They have relationship challenges, and again, social rejection is a big issue. And right now, the current evidence-based treatment for ADHD is pharmacological treatment and behavioral treatment, so things like star charts or the coin rewarding system that was spoken about earlier, and the combination of both. And so we do have good evidence-based treatments for ADHD. So we might be asking, why are we looking at other interventions for ADHD? And the reason is that although pharmacotherapy is very effective, treatment with stimulant medications, there are a percentage of children who just don't respond. Also, medication doesn't last forever. It's only effective while you're taking it, so it doesn't really address the core issues. And parents often don't want to medicate their kids or don't want to turn to that first, especially the younger the child. But behavioral therapy is also quite difficult and time-consuming. It's not that easy to find. It's not as effective as medication. The effect sizes are about half the level that stimulant medication can achieve. And it's maybe not as effective for the predominantly inattentive type of ADHD that I spoke about earlier. And then the other issue is that these interventions don't normalize behavior. They get it better, but they don't get them to the same ages, to the same performance level as their same age peers who are typically developing. And relevant for today's talk, these interventions aren't as effective for executive functioning deficits or cognitive deficits, which we've been talking about as impulsivity and many different ways of using terms to describe the same types of behaviors. But what I'm talking about when I'm talking about cognitive or executive functioning deficits in ADHD is things like having trouble putting the brakes on the behavior. So they're doing it before they've even thought about it, as impulsivity has been described earlier. They can't tolerate frustration very well. They think before they act or speak. They can't pay attention to what's important. They're attending to everything else. They have trouble with memory, keeping things in mind or retrieving things that have been in their mind before, planning, thinking ahead, organizing work, getting started, finishing work, just basically regulating their behavior within the context of the situation, and then being able to think about what it means to pay attention and do some self-control and metacognition, assess one's own behavior and then change it to adapt to the situation. So when I'm talking about cognitive training interventions, which is what I'm really focusing on, I'm talking about a technique involving children practicing different types of attention. And it's sort of based on the idea that attention is a muscle, and that muscle sort of underlies executive functioning or cognitive deficits, and that it can be exercised and trained. And it's based on the idea that processes of neural plasticity or brain-related changes will allow for improved efficiency with focused and extended practice. That's the theoretical basis for it, and there is some early brain imaging work that suggests that after training, the brains of these individuals is changed, but it's too early really to say that it necessarily 100% corresponds with the training that was received and the outcomes that happened, but at least it's some early work that's positive for that. So like I said, it's a process-specific repeated skill practice. What's common across cognitive training programs is that they're all involving repeating practice on a variety of tasks that target a specific or multiple specific abilities, and they're usually progressive in nature. It wouldn't help to just keep practicing the same thing over and over again without increasing the difficulty. So it's got a progressive nature, and so they train to a certain level, and then you increase the difficulty, and then they train some more, and then you increase the difficulty, and so on and so forth. But there are lots of differences in cognitive training approaches. One is whether it's paper and pencil or computer-based. One is whether it's administered to the individual.
or to a group, and then whether there's a therapist present or absent. There's lots of programs that people can do at home. There's programs that are available on apps, as Patricia was referencing earlier. And then there are things where you want to intervene directly with a therapist in the clinical or school setting. So those are some differences. What I'm not talking about tonight is verbal self-instruction or self-reinforcement or self-monitoring or even problem-solving strategies, because these have not really been shown through the research to have a significant impact on ADHD symptoms per se. And I'm also not talking about neurofeedback or biofeedback, which is an attempt to decrease or I guess improve neural functioning by teaching people to be aware of their own cognition pattern. And the data for that approach is promising, but there's more research needed. There's significant challenges developing an appropriate active control group. And then of course, you know you're in this study and it can be very susceptible to expectancy effects, as can cognitive training. But I'm not talking about that this evening. So what I am talking about, and here are just some sample cognitive training programs. The upper left, pay attention, that's a paper and pencil measure. I'll talk a little bit more about that. On the right is a computerized progressive attention training exercise that I'll talk about in a minute. The down here is RoboMemo, which is Klingberg's working memory training class. And then we have a whack-a-mole training. That's also working memory training, and we train the kids to hit the mole in the order in which it shows up in the screen. So it could be forwards or backwards, so they would have to remember 1, 2, 3 or 3, 2, 1, and then you increase the demand on the working memory. So there's some examples of that. So Shalev, I'm just going to go over just 3 studies just as examples of some of the research that's been done in cognitive training interventions. So Shalev is a colleague of ours in Israel, and he is working on this computerized progressive attention training, and his is really targeting attention. And he defines it as a global attention, selective, so choosing what you want to focus on, sustaining attention, keeping your mind on something for a longer period of time, and then orienting, like even what to pay attention to when you're attending. And on this, this sample task, you can see that it's Harry Potter based, and that's a visual search task. So they're supposed to determine if a stimuli is on that screen, but it's got a high visual load. So it's difficult to quickly determine if what you're looking for is there. And what he did is he had kids come in, 24 kids got the active intervention, and 17 got just played computer games that didn't have the progressive mastery involved. They did it twice a week for 1 hour for 8 weeks, and he showed grand effects on, these are effect sizes, by the way. If you think about medication as having an effect size of 1 and behavior therapy is usually between 0.3 and 0.5, we're showing as good of effects, or he was showing as good of effects on academic skills, so math, copying, and reading comprehension, and also parent ratings of hyperactivity and impulsivity compared to the control group. Then I mentioned Klingberg's work. He's developed a very well-known RoboMemo working memory training program. He's done lots of studies. This is just one of them. With a large group of kids with ADHD, again, a sham control group that played the computerized games, and these guys were trained on various aspects of working memory. And they did it really intensely, every day, 30 minutes for 25 days. So almost a month of training. They had coaches. It was a pretty intensive intervention. And he showed significant impact, again, with decent effect sizes on the tasks that he trained, really similar tasks that he trained. And then some effects on tasks that generalize, so things like cognitive flexibility, your ability to think on the fly and do things back and forth. And also this interesting effect on decreased head movements, so some suggestion that it's affecting the hyperactivity and impulsivity of these kids. And then I've looked at this Pay Attention, which is paper and pencil program. I had the kids do twice a week, 45 minutes for 8 weeks following Shalev's model, because I don't think daily is all that practical. But we did try and train the parents on some things they could do to reinforce those benefits at home. And this program is very basic, looking at trying to train sustained attention, divided attention, doing 2 things at once, alternating, switching your attention back and forth.
So those cards, they would sort them based on hair color, and then you would say switch, and then they would have to sort based on glasses or no glasses or age of the cards or all sorts of variants, or they would have to find and circle as many red objects on something as quickly as possible, and then we would introduce distractors. We would figure out what was the most distracting to them. We would play a telephone ringing or a baby crying or somebody saying their name, and just try and really distract them off of task and then teach them to practice their way through it and improve it. And I got some good effects on their inhibition ability, their planning ability, their working memory, and their cognitive flexibility. But I was also happy to see that I had parent and teachers also rate improvements in attention problems. And the children themselves on that ATTC focus, that's them themselves saying, I feel like I can control my memory better. My control group was a waitlist control group, so I have a problem in my study with people being in the study thinking that they're going to get better just by the fact that they've spent twice a week for 8 weeks with me doing this. So those are just 3 examples that kind of give you a hint of this slide. So Rapport and his colleagues did a meta-analysis, so a study that looks at all of the studies and tries to put them on the same metric and determine some conclusion based on all this research. And they had trouble doing it because there was lots of variability in the studies. As you might have told, there's variability in what's being trained, if it's working memory, attention, shifting, the combination of all those things. There was significant variability in the number of sessions that people received. The length of the sessions varied, and then the control groups themselves varied. So some people didn't even have a control group. It was an open label trial, whereas other people randomized them to a non-adaptive intervention. Some people pitted 2 cognitive training interventions against one another. So it's definitely variable. And then to sort of interpret the findings, we have to think about what the outcomes could be. And I think it makes sense to think about it in terms of 3 levels. So one is, do you see near transfer effects? So do you see changes in the thing that you're training? If you're training working memory, does working memory improve? And then you want to say, is there a mid-level transfer? So does just overall executive functioning improve as a result of being exposed to these interventions? If you train working memory, does that also help your ability to switch your attention back and forth between items? So closer, but still related to the tasks. And then I think the most critical one is, are we even making a difference in the everyday functioning of these children, right? So they're having the trouble in school, they're having the trouble socially, and they're causing problems in their homes and experiencing problems in their homes. So the best outcomes are the ones that are actually going to change the symptomatology and reduce the impairment. So Rapport looked at all of these outcomes, and one thing to note is that lots of people don't look at FAR transfer outcomes. Lots of people don't see what happens sort of in real-world impairment. They're focusing on the tasks that they're training, which makes sense as an initial start in the research world, but ultimately we need to get further. But when they looked at overall cognitive training, there's even a stronger effect on FAR transfer outcomes for those studies that had it than on the near. But memory is the most easily trained, or at least the data is there to show that it's the strongest effect size. And attention and mixed executive functioning weren't as strong, but their FAR transfer outcomes were better. So it's a little bit difficult to summarize the literature because it's so mixed and variable, but it seems as though here are some take-home messages. It seems like the thing that you train gets better, and that could be moderate to large effects in size. And the magnitude of effects are greater the more similar the task is that you're testing with to the task that you're training. On the untrained tasks, so how much does it generalize to other things, it ranges. So we don't really have an answer there. It's from small to large. The working memory training, though, did not show good generalization effects, and we've done the most research in working memory training. Looking at the distal measures, it looks like there's a moderate to large effect on academics. It's a pretty good effect on objective measurements of hyperactivity, like head movements and wiggling in the seat. Parent ratings, there's mixed findings. Some find it, some don't. And the teacher ADHD ratings are not as promising, unfortunately. And then the maintenance of gains, which is 2 months later, 5 months later, 1 year later, are you still showing those benefits? And very, very few studies have investigated that. Those that have looked at working memory show that the visual spatial gains, so your ability to sort of map things in space,
are good, but the verbal working memory, so being able to repeat back numbers or say things in order, isn't as good. So we do have some ongoing challenges with cognitive training approaches. One thing we need to think about is we know that kids with ADHD have delayed maturation of their cortex. Is there sort of a cap to what kind of benefits we can get? Is their brain learning machinery going to be able to ever normalize? Also, most of the time we're dealing with kids that are 7 to 12 years old, and they've been the way that they are for a really long time, and so can we counteract learned behaviors and overlearned behaviors with just an 8-week, twice-a-week intervention? And then we need to take the broader literature and understand we know a lot about developmental and psychosocial factors that affect response to treatment, but not necessarily incorporating those into the cognitive training literature. Specifically to future studies for cognitive training, we want larger groups with random assignment. We really need to get around this expectancy effects issue and the effects of just being in a research study. We need to look at whether these gains transfer, whether they're maintained over time. I think it's really critical that we actually work from a model of attention, that we apply things in the real world with messy patients. We don't know what the effects of on comorbidity are because we usually rule them out in our research studies. We normally say, I don't want any of those anxious, depressed people because they have their own executive functioning deficits. And then I think one of the key findings that we need to focus on is who do we need to include in our research studies? Those who have ADHD or those who have the deficits in the areas you want to train? I mean, it makes a lot of sense to say if you have ADHD and working memory problems, I'm going to put you in a working memory training intervention. Versus if you don't, why would you spend 25 days working 30 minutes a day on something that you weren't deficient in to begin with? So I don't think our research has really focused on that. I think we started with a more broad category, and that may explain some of the variability in the findings. So moving forward, I think we need a well-articulated theoretical rationale. I think if you're going to look at any of those things on the internet, understand why and what and how they think they're helping and what the data is so far. I would not be spending $2,000 or $3,000 or whatever the equivalent is in Canada on a program that doesn't have any evidence base to it. The mechanism of action of the change needs to be grounded in neuroscience, and we really need to induce enduring, robust changes. You know, it's very easy to get caught up in our scientific significance and statistical values and effect sizes, but the reality is we need to focus on what's actually changing the functioning of these people who have these significant challenges with impulsivity, inattention, ADHD. And then, like I said, they need to generalize beyond the trained task to meaningful behavioral improvements for our field to move forward. So that's my speech. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'hyperactivité, d'impulsivité, comme c'est la thématique, mais je vais mettre l'accent sur la co-occurrence de l'hyperactivité ou avec d'autres comportements. Puis je vais aussi parler beaucoup des contextes sociaux, autant au niveau macro qu'au niveau des quartiers, de l'école, de l'histoire. Je vais parler aussi de la prévention des conduites à risque, mais je vais principalement parler de la violence parce que c'est une thématique qui préoccupe les gens. C'est une thématique aussi qui socialement est aussi dangereuse pour les victimes et aussi pour la personne qui agresse. Donc, juste pour... souvent, les gens pensent que la violence augmente dans nos sociétés. Ici, on a la tendance séculaire des homicides en Europe et aux États-Unis depuis le 11e siècle. Donc, ce qu'on voit, c'est une tendance à la baisse des homicides. Avec les États-Unis, évidemment, qui sont un petit peu particuliers, puis l'Europe qui est en bas. Non, mais c'est important. Donc, le contexte joue un rôle important dans le niveau de violence des sociétés. Puis le Canada, on se retrouve pas mal près de l'Europe, malgré que nos tendances, disons à travers le siècle, ressemblent beaucoup à celles des États-Unis, mais on était vraiment à des niveaux beaucoup plus bas.
Donc ici, on a le taux de crimes violents et non violents chez les jeunes. Donc 12 à 17 ans au Canada, tel que rapporté par la police en 1998 et 2008. Là, c'est un petit peu moins jojo dans le sens que, bon, on entend toujours parler, même récemment dans les nouvelles, que la criminalité baisse, c'est relatif, ça dépend toujours de où on commence. Puis j'ai regardé aujourd'hui les récents rapports du ministère de la Justice, puis ils commencent ici à peu près. Ils commencent ici. Donc d'ici à 2014, c'est sûr que ça baisse. Mais quand on part plus loin, en 1998, on se rend compte que finalement c'est une ligne droite, donc il n'y a pas vraiment de baisse chez les jeunes. Mais on se rend compte aussi que la violence, c'est relativement stable à travers le temps. Ce qui demeure quand même préoccupant, malgré que les prévalences ou la fréquence est moins élevée que les crimes non violents. Donc, ce qui est important, c'est que la co-occurrence, c'est la chose qui arrive le plus souvent. Il ne faut pas, quand on parle d'impulsivité ou l'hyperactivité, comme dimension, c'est pas nécessairement un facteur de risque. Il peut y avoir des aspects très positifs à ça. Sauf que combiné avec d'autres caractéristiques, soit du tempérament, de la personnalité ou des dimensions externalisées. Donc, on va parler au niveau du tempérament et de la personnalité de gens qui sont très faibles en anxiété, donc qui n'ont pas peur de rien, ou très faibles en prosocialité, donc qui manquent d'empathie, manquent d'entraide, donc qui ne sont pas portés vers les gens. On va appeler ça un profil, bon, ça fait un peu fort, là, mais profil psychopathique. C'est évident qu'on ne peut pas cibler ou identifier les psychopathes très très tôt, malgré que, bon, il y a quand même des caractéristiques qui se dessinent assez tôt. Puis on va parler aussi du profil extériorisé, donc ça va être la dimension d'hyperactivité, d'impulsivité, mais combinée avec de l'opposition ou de l'agressivité physique. Donc les co-occurrences, puis ce que les gens ont un peu abordé dans les propos précédents, c'est que, on regarde souvent les dimensions une à la fois, mais les co-occurrences sont la norme, puis souvent ils ont des effets synergiques ensemble. Donc si tu as un facteur, ça ne fait pas grand-chose, si tu en as un autre, ça ne fait pas grand-chose, mais si tu mets les trois ensemble, là, on commence à avoir des effets notoires. C'est la même chose avec l'environnement. Donc, on est dans un milieu familial difficile, dans un quartier difficile, puis dans une école difficile, il peut y avoir aussi des effets synergiques. Donc, ce qu'on veut éviter finalement, c'est qu'à l'adolescence, que l'impulsivité se développe en trouble de la conduite ou consommation et abus de substances, qui évidemment n'est pas souhaitable à cet âge-là, qui est une phase développementale très importante. Mais là, je vais vous souligner l'importance des contextes sociaux, malgré que j'ai l'impression, en écoutant les gens du département de psychiatrie aujourd'hui, que je suis plus influencé par la psychiatrie. Même si je vais vous parler des contextes sociaux, je pense qu'il y a des bases importantes. J'ai commencé à travailler avec des jumeaux, puis j'ai aussi 3 jeunes enfants entre 1 et 4 ans. Il y a beaucoup de variabilités qui sont probablement attribuables à des facteurs génétiques qui sont importants, qui probablement rentrent en interaction avec l'environnement. Donc, un des environnements qui est classique à l'adolescence, c'est les pairs. On va parler des pairs déviants, puis un petit peu plus tard, quand ça se structure, ça devient des gangs. Donc, ils ont des normes favorables aux conduites à risque, puis peut-être au comportement violent, consommation de drogue. Puis, il y a aussi un renforcement du sentiment d'appartenance, puis les jeunes entre eux renforcent leur mauvais coup. Donc, c'est un contexte qui est favorable. Pardon? Ça va? On va parler aussi de l'adversité familiale. Donc, l'adversité familiale, c'est une mesure qu'on utilise dans nos études qui caractérise, par exemple, une mère adolescente, une mère qui a un très faible niveau de scolarité, une famille qui n'est pas intacte avant que l'enfant ait l'âge de 5 ans. Donc, ce que ça fait, ça crée du stress familial, ça crée des pratiques parentales et puis une dynamique de socialisation qui n'est peut-être pas adéquate, puis aussi un milieu culturel qui est pas qui peut ne pas être très stimulant.
Aussi, ce qui est important, c'est la désorganisation sociale du quartier. Donc, on va parler de déclin de l'influence des valeurs collectives. Donc, les gens n'ont pas l'impression d'appartenir au quartier. Donc, pourquoi surveiller ce qui se passe? Pourquoi se préoccuper des voisins? Pourquoi appeler la police? Pourquoi même, c'est ça, avoir des gens qui font le ménage dans les parcs? Donc, on a un sentiment vraiment de... On est dans notre quartier, mais on ne s'en préoccupe pas vraiment. Puis, évidemment, ça a un gros impact sur le niveau de contrôle social. Donc, les adolescents sont là, puis ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Ici, on a une carte de Montréal. Plus c'est pâle, moins il y a plus le taux de violence des jeunes de 12 à 17 ans est faible. Puis plus c'est foncé, plus le taux de violence est grand. Ce qui est important, les points noirs, l'ensemble des points noirs, c'est les 25 écoles les plus grosses à Montréal, les écoles secondaires les plus grosses. Donc, on voit un peu où ça se trouve, la violence. Là, on voit que ça se concentre. Donc, ce n'est pas réparti aléatoirement. Donc, l'ensemble ça se concentre dans certaines écoles. Donc, la géographie est importante là-dedans. Donc, comme je vous disais, les problèmes, souvent, ont tendance, dans notre société, à se retrouver tous à la même place. Donc, c'est un problème social en soi de toujours prendre les problèmes, puis soit les personnes, les familles, puis les mettre tous dans les mêmes écoles ou tous dans un même programme. Par exemple, il y a plusieurs études qui ont été faites, je n'ai rien contre les centres jeunesse, là, mais de mettre souvent les délinquants ensemble, ça n'aide pas la situation. Donc, je vais vous parler d'une étude qui est un classique, parce que c'est une étude qui a été partie par Richard Tremblay et puis Frank Vitaro en 1984. Donc, ça date un peu, mais il y a une centaine de publications sur cette étude-là. Puis, il y a aussi eu un programme de prévention entre les âges de 7 et 9 ans. Puis, ce qui est intéressant, ça a été fait en milieu défavorisé. Donc, 1037 garçons québécois. Dans ce temps-là, on ciblait principalement les garçons. Bon, ils sont encore beaucoup à risque de délinquance, les garçons, par rapport aux filles, mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux filles. Dans des quartiers défavorisés de Montréal, 67% habitent avec leurs 2 parents. L'âge de la mère à la naissance est autour de 24 ans, puis l'éducation de la mère, 10,5 années. Puis, les enfants ont été suivis de la maternelle jusqu'à l'âge de 17 ans, puis là, à 25 ans. Puis aujourd'hui, on vient d'avoir une subvention pour suivre leurs enfants. Donc, on est bien content de ça. Donc ici, ce que je vous présente, c'est les trajectoires d'affiliation à des pères déviants de 11 à 17 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on prend un logiciel, on pose des questions aux jeunes. Est-ce qu'à chaque année, est-ce que tu fais partie, tu fais partie d'un groupe de pères qui fait des mauvais coups, qui commet des actes illégaux? Ce qu'on voit ici, bon, la grande majorité suivent pas un groupe de pères déviants, donc 75% ont une probabilité très faible. Il y en a qui commencent très tôt, puis il y en a d'autres qui commencent très tard. Donc là c'est vraiment cette hétérogénéité-là qui nous intéresse. C'est de comprendre pourquoi on trouve ces différences-là. Donc là, on revient avec notre profil psychopathique du départ. Puis c'est là qu'on va voir, on va essayer de comprendre s'ils ont plus de probabilité de suivre des trajectoires spécifiques. Donc là, juste pour faire ça simple, là, juste pour vous dire, regardez la barre ici, ça c'est les enfants qui sont hyperactifs, qui sont faibles en anxiété, puis qui sont faibles en prosocialité. S'ils sont juste hyperactifs à l'âge de 6 ans, ça ne change rien sur leur probabilité de suicide. Mais c'est vraiment la combinaison des 3 facteurs. Mais là, je vais vous rajouter un petit élément de contexte social. Donc, cet article-là démontre finalement que l'adversité familiale, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, mère adolescente, famille où le divorce a eu lieu très tôt, pour ce profil-là, psychopathique, ça empire la situation. Alors que si on n'a pas du tout de facteur de risque, l'adversité familiale ne joue pas de rôle. Donc le contexte social ne joue pas vraiment de rôle lorsqu'on n'a pas de risque individuel.
mais amplifie le risque individuel lorsqu'il est présent, mais pas pour la trajectoire qui commence tardivement. Donc ça, là, gardez ça en tête, la trajectoire tardive, bien intéressant. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des facteurs de risque tôt dans le développement qui prédisent l'affiliation à des pères déviants également tôt à l'adolescence. Ici, on a la fréquence, donc ça c'est nos trajectoires qu'on avait en haut. Ici, on a la fréquence des comportements violents. Donc, combien de fois tu as battu quelqu'un, agressé quelqu'un avec une arme, lancer des pierres, te battre en gang. Donc, on voit que ça suit très, très bien les trajectoires d'affiliation par déviant. Donc, quand ça augmente, l'affiliation, la fréquence augmente. Quand ça diminue, ça diminue. Donc, ça suit très bien. Ici, c'est le même principe, sauf qu'on garde l'aspect dynamique. Donc, ça, c'est la trajectoire qui commence tôt. Donc, tout le monde n'est pas actif dans la... Même si on a une trajectoire qui commence tôt, tout le monde n'est pas actif en même temps dans la trajectoire, mais on voit que ça change. Donc, nos jeunes, donc notre profil, si on fait un petit saut là, de nos enfants qui ont un profil psychopathique, lorsqu'ils se retrouvent dans la trajectoire qui débute tôt, on voit que ça fluctue beaucoup leur comportement violent, surtout quand ils sont actifs. Mais je reviens encore à ceux qui commencent à l'adolescence. Eux autres aussi sont affectés par le fait d'appartenir à un groupe de pères déviants, mais on n'est pas capable de les prédire, ceux-là. Ça, c'est une autre étude qu'une de mes étudiantes a faite sur un autre échantillon. Mais encore une fois, on garde toujours cette espèce de concept-là de trait psychopathique. On a regardé l'instabilité résidentielle. Donc, encore une fois, c'est un peu la même idée que tout à l'heure, sauf que là, le facteur de risque, si on est dans des milieux... donc là, ici, c'est la probabilité d'appartenir à un groupe de pères déviants. Très psychopathique à l'âge de 10 ans, puis on prédit à l'âge de 16 ans l'appartenance aux pères déviants. On voit que c'est lorsque les quartiers où il y a une très grande instabilité résidentielle, donc plus grande désorganisation sociale, que les traits psychopathiques s'expriment mieux. Je ne sais pas si c'est mieux, là, mais plus. Donc, je vais vous parler, l'intervention préventive de Montréal a mis plus l'emphase sur le profil extériorisé, donc les enfants qui avaient des troubles hyperactifs, oppositionnels et agressifs. Donc, on peut les classer de troubles extériorisés. Maintenant, on a entendu dire aussi disruptifs. On a pris les plus sévères de l'échantillon des 1037, donc au-dessus du 70e percentile, puis on les a divisés en deux groupes, un groupe contrôle, un groupe intervention, 42, puis un groupe contrôle. Puis les enfants qui ont participé au programme de prévention, mais ils ont participé pendant 2 ans, deuxième et troisième année, puis donc il y avait une intervention qui comprenait un entraînement aux habiletés sociales, puis aussi une forme de thérapie visant à la modification des pratiques parentales. Mais ce qui est assez intéressant dans ce programme-là, puis parce qu'on l'a su par la suite, là, mais quand ils l'ont implanté, les parents n'ont pas beaucoup participé. Donc c'est beaucoup plus le réseau de pairs. Donc c'est des sessions avec des groupes de pairs prosociaux où les jeunes apprenaient à mieux gérer leur colère, identifier le problème, penser avant d'agir, établir un plan puis une stratégie lorsqu'il y a des conflits. Donc, tout ce qui est gestion de colère et de conflit. Et puis, bon, ben ça a démontré ses effets dans plusieurs études du GRIP. Moi, j'ai fait une étude démontrant qu'on réduisait la probabilité d'appartenir à une trajectoire élevée et chronique de violence, mais encore une fois, pas ceux qui commencent tardivement. On a travaillé aussi avec un postdoc, Ted Barker, qui lui aussi a montré qu'il y avait des effets différentiels en fonction du type d'agressivité. Donc, proactif, c'est plus une agressivité de style psychopathe, puis réactif, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus relié à l'impulsivité. Donc, ça affectait un petit peu plus l'agressivité réactive. Puis, on a aussi démontré des effets à long terme sur la diplomation, puis sur le fait d'avoir un dossier criminel à l'âge adulte. Donc, c'est cet article-là. Avant de laisser la
la place à Jean Séguin qui va vous parler un peu de l'effet du programme sur la consommation de drogue. Je vais vous parler d'un papier qu'on n'a pas terminé, mais qui revient encore sur nos trajectoires de père déviant. Donc là, on avait notre groupe contrôle qui est très à risque, le groupe intervention, puis le reste de l'échantillon. On a encore nos trajectoires ici en bas de gens qui ne font jamais partie de père déviant, ceux qui commencent tôt, puis ceux qui commencent plus tard à l'adolescence. Là, vous voyez encore qu'une intervention sur un profil extériorisé va faire que les jeunes ne vont pas suivre une trajectoire qui débute tôt à l'adolescence. Donc, il n'y a aucune personne du groupe intervention qui sont retrouvées dans la trajectoire de childhood. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que, encore une fois, cette intervention-là n'affecte pas ceux qui commencent à l'adolescence. Donc, en gros, la co-occurrence peut amplifier la probabilité et la fréquence des conduites à risque chez les enfants et adolescents hyperactifs et impulsifs. Certains contextes sociaux amplifient les propensions individuelles qui sont déjà présentes dans l'enfance. Puis, outre la médication, qui est généralement très efficace, les interventions préventives indiquées ciblant les enfants et leurs familles sont également efficaces. Pour les recherches futures, je pense qu'il faut comprendre les trajectoires de co-occurrence des violences et puis de l'abus de substances parce que ça interagit ensemble au cours de l'adolescence. Ce n'est pas des choses qui sont indépendantes. Encore une fois, comprendre les trajectoires qui débutent plus tardivement à l'adolescence parce que ce n'est pas tout le monde qu'on peut cibler dans l'enfance. C'est peut-être des programmes de prévention différents à l'adolescence. Donc, il faut développer des interventions préventives indiquées en considérant aussi l'impact des contextes sociaux, donc le quartier, l'école et la famille. Donc, en gros, c'est un peu le modèle développemental, des aspects génétiques, des aspects environnementaux, et puis la co-occurrence des comportements extériorisés puis la consommation de drogue. Puis, ce qui va être important, c'est vraiment, malgré qu'on connaît beaucoup d'informations sur cette partie-là, donc grossesse, petite enfance, enfance, il va falloir mettre l'emphase ici pour mieux comprendre ces trajectoires-là. Donc, j'ai des lectures suggérées qui sont en français, si vous voulez, si vous vous intéressez à cette thématique-là. Puis, je veux remercier mes partenaires, le GRIP, le Fonds de recherche CRSH, Sainte-Justine, et puis le Fonds de la recherche en santé du Québec. Merci.